Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la trame verte et bleue sur le pays de la Déodacie et de Remiremont et de ses vallées, deux territoires qui ont choisi de définir en interne la trame verte et bleue locale. Pour cela, je vous propose de faire une présentation en trois parties, en présentant brièvement le contexte et les objectifs du projet, en s'attardant sur les données mobilisées pour réaliser cette déclinaison de la trame verte et bleue locale, et enfin de juger des limites et perspectives concernant les données utilisées. Tout d'abord, présentation du territoire d'étude. Celui-ci se situe sur le versant vosgien du massif des Vosges, qui représente 5 intercommunalités pour 151 communes. D'un point de vue paysager, l'occupation du sol se répartit de la manière suivante. 70% du territoire est recouvert de forêts, le reste étant des milieux urbanisés, notamment en fond de vallée, et des surfaces agricoles, sachant que ces surfaces agricoles sont principalement des prairies qui recouvrent 80% de la SAU, surface agricole utile. Les cours d'eau et zones humides structurent notre territoire, souvent appelé le château d'eau de la Lorraine. Ainsi, afin de préserver ce cadre naturel exceptionnel, il s'agissait pour les deux pays de décliner localement le SRCE Lorrain qui a été repris dans le SRADET Grand Est à une échelle cohérente pour notre territoire. L'objectif était ensuite que ce diagnostic puisse être intégré dans les futurs SCOT et PLUI de notre territoire. Enfin, le troisième objectif était, à partir de ce diagnostic, d'initier, voire de mutualiser des actions à mettre en œuvre pour préserver et restaurer la trame verte et bleue du territoire. Les pays se positionnent ainsi comme des bureaux d'études qui ont un rôle d'expertise et d'ingénierie de projet afin de mettre en œuvre correctement la trame verte et bleue sur notre territoire et de sensibiliser la population à cet enjeu. Concrètement, les pays ont réalisé un diagnostic au 50 millième et ont réalisé un plan d'action 2018-2020 qui décline pour chaque trame des actions à mettre en œuvre par les différents acteurs locaux. Dans le cadre de mon intervention du jour, je m'attarderai surtout sur la partie diagnostic et notamment sur les données utilisées pour réaliser ce diagnostic. Tout d'abord, petit point méthodologique quant à la définition d'une trame verte et bleue. Donc, comme l'a présenté Estelle Proano précédemment, la trame verte et bleue se constitue de différents éléments qu'on appelle réservoirs et corridors qui sont associés à chacune des sous-trames identifiées par le territoire. Pour identifier les réservoirs d'un territoire, 4 méthodes sont usuellement utilisées. La première consiste à compiler les zonages réglementaires et inventaires du territoire, type SNIEF, Natura 2000, ENS, réserve naturelle, etc., etc. La seconde est dite entrée par espèce. Il s'agit là de s'intéresser à la présence ou l'absence des espèces sur notre territoire et en conséquence de définir les zones réservoirs. La troisième, dite entrée habitat naturel, consiste à identifier les réservoirs comme étant les zones où l'habitat naturel cible est présent. La quatrième méthode usuellement utilisée est dite éco-paysagère et consiste à identifier des paysages structurant notre territoire. De même, pour les corridors, plusieurs méthodes existent. La première consiste à faire une interprétation visuelle, c'est-à-dire que nous allons regarder sur orthophoto ou photo aérienne les zones de passage potentiel des espèces. La deuxième consiste à l'évaluation de la perméabilité des milieux, c'est-à-dire que pour chaque occupation de sol du territoire, nous allons associer un coefficient de friction. Ce coefficient de friction correspond à la capacité d'une espèce à traverser ce milieu. Ainsi, les corridors sont définis comme étant le chemin de moindre coût, c'est-à-dire le chemin passant par les occupations de sol les plus perméables. Et enfin, la dernière méthode consiste à une simple dilatation-érosion des polygones considérés comme réservoirs, cette dilatation étant de la taille de la distance de dispersion de l'espèce cible. Dans notre cas, nous avons choisi d'utiliser une combinaison de méthodes pour l'identification des réservoirs et des corridors, à savoir pour les réservoirs, l'identification à partir des habitats naturels des zones réservoirs et croisée avec les zonages réglementaires et inventaires. Cela se justifie par le fait que nous avions
peu de données homogènes concernant la présence d'espèces et que l'entrée éco-paysagère était complexe, sachant que notre territoire est très naturel et homogène. Pour ce qui est de la méthode utilisée pour les corridors, nous avons fait une combinaison des 3 méthodes présentées précédemment. Pour les trames forestières prairiales et zones humides, nous avons utilisé une combinaison de la perméabilité des milieux via une modélisation et une interprétation visuelle pour digitaliser les polygones de rendu. Pour la sous-trame MAR, les données sources étant des données ponctuelles et lacunaires, nous avons utilisé une méthode de dilatation-érosion pour modéliser ces corridors. Comme je l'ai dit, pour réaliser la déclinaison de la trame verte et bleue locale, nous avons utilisé une modélisation. Cette modélisation utilise le logiciel Graphab qui a été développé par l'Université de Besançon. Cette modélisation permet de simuler pour l'ensemble des sous-trames identifiées comme étant sous-trames d'intérêt pour notre territoire les zones à enjeu pour les espèces cibles associées à chacune de ces sous-trames. Pour lancer cette modélisation, nous avons besoin d'une carte d'occupation de sol précise à l'échelle de rendu que nous souhaitons avoir, à savoir pour nous du 50 millième. Pour cela, je vous laisse regarder le tableau suivant qui liste les différents éléments que nous avons compilés pour avoir cette carte d'occupation de sol. À noter que cette étude a été faite en 2016-2017. Il y a donc eu des améliorations sur les données sources citées. La compilation de ces données nous a donc permis de créer une carte d'occupation de sol qui est déclinée en 43 types d'occupation de sol spécifiques, allant des prairies potentiellement humides aux cours d'eau larges de plus de 7,50 m aux zones fragmentaires type route avec des fréquentations élevées. Ensuite, nous avons lancé la modélisation qui donne des résultats bruts à partir de cette carte d'occupation de sol. Cette cartographie brute est ensuite reprise par analyse visuelle pour corriger les erreurs issues de la carte d'occupation de sol et hiérarchiser les enjeux via le croisement avec les zonages réglementaires et inventaires. Dans cette partie, je vous propose de m'attarder sur les différentes couches initiales utilisées et sur les limites qu'elles représentent. Comme dit précédemment, nous n'avons pas utilisé l'approche espèce car les données n'étaient pas homogènes. En effet, pour une espèce cible, nous n'avions pas des données absence-présence sur l'ensemble des 151 communes. Nous nous sommes donc tournés vers la modélisation grâce au logiciel Graphab, mais celle-ci nécessite une bonne précision de l'occupation de sol, mais en termes d'échelle et aussi en termes de typologie des occupations de sol, ainsi qu'une bonne connaissance des espèces cibles, puisque nous avons besoin de son comportement dans les différents types de milieux et d'occupation de sol cartographiés et ses distances de dispersion. Maintenant, je vais vous faire un petit tour d'horizon des données utilisées et de leurs avantages et inconvénients. Par exemple, pour les cours d'eau, nous avons utilisé la BD Topo 2016 plutôt que la BD Carthage, puisque celle-ci était plus précise pour notre territoire. Vous pouvez voir sur la carte suivante que la BD Topo qui est en bleu par rapport à la BD Carthage qui est en rouge, il y a un décalage par rapport aux cours d'eau que nous voyons sur l'orthophoto aérienne et même des cours d'eau qui manquent. À savoir que maintenant, il existe la BD Topage, qui est une actualisation de la BD Carthage et qui est encore plus précise que ce que nous avons pu utiliser. Pour la trame cours d'eau, une donnée intéressante à utiliser est le ROE, donc le référentiel des obstacles à l'écoulement, qui est une compilation des ouvrages répertoriés sur l'ensemble des cours d'eau. Cependant, cette compilation cartographie tous les ouvrages ayant existé sur ces cours d'eau. Or, il y a eu de nombreux travaux de restauration sur notre territoire et du coup, il y avait beaucoup de données qui n'étaient plus actualisées. Un gros travail a donc été fait pour actualiser et sélectionner les ouvrages réellement infranchissables pour les espèces piscicoles. Concernant les données pour les prairies, nous avons utilisé le RPG 2016 puisque ce sont les déclarations PAC, donc de la politique agricole commune, que les agriculteurs font
Il déclare donc si c'est une prairie temporaire, permanente, une culture qui est faite sur ces secteurs. Cette donnée est intéressante puisqu'elle est précise, nous sommes à l'échelle parcellaire et elle est intéressante pour notre territoire spécifiquement puisque la plupart des agriculteurs reçoivent des aides de la PAC, notamment concernant la mesure SHP, donc la mesure de maintien de l'herbe. Et en plus, nous avons peu de variations interannuelles puisque les agriculteurs restent majoritairement sur des systèmes herbagés avec peu de rotation. Pour les milieux forestiers, nous avons utilisé la BD Forêt version 2 qui spécifie les différents types de milieux forestiers. Et cette version 2 est aussi intéressante puisqu'elle cartographie les milieux herbacés, notamment les landes, qui n'auraient pas été forcément déclarés à la PAC. C'est donc un bon complément du RPG 2016. Nous avons également utilisé la carte d'état-major fournie par l'INRA de Nancy pour notre trame des forêts anciennes, puisque ce travail permet de savoir si la forêt actuelle est présente depuis plus ou moins 150 ans. Concernant les milieux humides, nous avons pu, grâce aux données existantes, notamment l'étude de la DDT des Vosges qui avait identifié les zones humides potentielles, faire une modélisation pour la trame des prairies potentiellement humides, puisque la fiabilité de la donnée DDT en milieu ouvert était intéressante. Cependant, pour les milieux fermés, cette fiabilité était moindre. Nous avons donc lancé une étude d'identification des zones humides potentielles grâce à un indice topographique dit IBK qui nous a permis d'identifier au 25 millième les zones humides potentielles de notre territoire, puis ensuite les forêts potentiellement humides de notre territoire pour lancer une modélisation de la trame forêt potentiellement humide. Comme vous avez pu le voir, il y a un travail très chronophage de compilation des données, de récupération des données, d'évaluation de la fiabilité des données avant de pouvoir obtenir une carte d'occupation de sol correcte et permettant une modélisation. À ce sujet, le projet de carte d'occupation de sol à l'échelle du Grand Est est une réelle chance et une économie de temps en perspective. De même, la production de l'orthophoto au pas de 20 mètres sur l'ensemble du Grand Est est une réelle révolution pour la digitalisation à des échelles précises. J'attire votre attention sur le fait que la précision des résultats dépend fortement de la précision des données sources et que de ce fait, nous n'avons pas pu aller jusqu'à un pas de 25 000 et nous sommes restés à un pas de 50 000. Concernant le diagnostic de notre territoire, nous avons pour projet d'actualiser la carte des enjeux tous les 5 à 10 ans avec les nouvelles données sources et suite aux travaux réalisés sur notre territoire. Voilà, je vous remercie pour votre attention et reste à votre disposition pour échanger sur le sujet.